Exportation du coton malien vers le marché mondial depuis la Guinée. La délégation malienne a visité les entrepôts maliens de Firdiadi, situés à 45 km de Conakry. Des entrepôts qui pourront désormais accueillir les balles de coton de la CMDT avant leur embarquement dans les navires. L'un de nos dossiers fait cas ce soir du phénomène de l'absentéisme dans les secteurs publics et privés, un phénomène qui influe négativement sur la qualité du service. Quelles sont les raisons de l'absentéisme au travail et comment lutter contre la pratique? Salimata Dao et son équipe se sont rendus dans quelques structures pour en savoir plus. L'armée malienne monte en puissance et le sujet a intéressé la chronique culture et société de ce soir qui nous fait revivre notre armée chantée et dansée par les troupes artistiques à travers le pays. Des chants qui mettent l'accent non seulement sur l'armée qui fait la guerre mais aussi et surtout sur cette armée malienne qui se sacrifie pour la paix. Témoignages à croiser ici d'anciens animateurs de jeunesse, d'artistes et de membres des médias avec Alpha Maïga. Fin hier des travaux de la 22e édition du Forum de Bamako qui portait sur la thématique Femmes, Paix, Sécurité et Développement. À ce sujet, nous recevons la secrétaire générale du Forum de Bamako, Mme Koumba Traoré, qui nous parlera des conclusions issues de cette 22e édition. Mme Traoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau. Merci également à vous qui nous suivez. Bienvenue au journal. Plusieurs magasins du port autonome de Conakry ont été visités par la délégation malienne venue de Bamako pour assister à l'embarquement des balles de coton dans les bateaux. Ainsi, le premier navire transportant 750 tonnes de coton malien a pu quitter Conakry pour le marché mondial. Envoyé spéciaux du gouvernement Traoré, Abdul Salam Bambara. Avec à leur bord des dizaines de conteneurs remplis à blocs de balles de coton en provenance du Mali, au port autonome de Conakry, l'air est au dernier réglage pour ces bateaux qui prendront bientôt le large, acheminant ainsi l'or blanc du Mali vers le marché mondial. D'ores et déjà, je peux vous confirmer que 30 conteneurs de coton ont été embarqués dans le navire et sont partis à leur destination. 90 conteneurs sont en voie d'être aussi embarqués pour le 3 juin et qui seront aussi partis à destination. Une volonté des plus hautes autorités des deux pays qui se concrétise aujourd'hui à la grande satisfaction de la partie malienne. Je suis très satisfait, je le disais tout de suite. Et la CEDEAO a pris une sanction, mais le gouvernement, le président de la République de Guinée n'a jamais voulu suivre cette sanction. Ils ont laissé les frontières ouvertes pour notre pays. C'est grâce à cela que nous sommes là aujourd'hui pour assister à l'embarquement des premiers conteneurs de coton qui doivent être vendus sur le marché international. C'est vraiment une grande satisfaction parce que sans la Guinée, on aurait beaucoup de difficultés pour pouvoir vendre notre coton sur le marché. Alors que cette année, nous avons fait une production record, première de l'Afrique en matière de coton. Donc nous ne pouvons que remercier la Guinée pour cela. Et aussi Alport, qui a cru, qui s'est battu auprès du Mali, à côté de la CMDT, et aujourd'hui qui a réussi de pouvoir nouer ces rapports-là pour que le coton malien puisse passer par le port de Conakry. Au port de Conakry, la délégation malienne a pu visiter quelques magasins de stockage pour s'assurer du respect des normes de la CMDT en matière de stockage et de sécurité. Des techniciens qui sont venus et qui ont fait des va-et-vient avec certaines recommandations. À ma grande satisfaction, je me suis rendu compte que Alcor a satisfait pratiquement à toutes les normes édictées par les experts en la matière. Parce que vous savez, le coton est un produit spécifique, on ne peut pas le stocker n'importe comment. Il y a des normes à respecter au niveau de l'entreposage et toutes ces normes ont été respectées. La délégation malienne a aussi visité la zone d'extension du port. Elle s'étend sur une superficie de 150 hectares et permettra à la plateforme portière de tripler ses capacités. Déjà, une grande voie a été aménagée pour les gros porteurs et selon les autorités portières, 80 chambres verront le jour d'ici les prochains mois. Elles serviront de lieu de repos pour les chauffeurs maliens. Modibo Keïta a d'ailleurs rencontré ses principaux animateurs du corridor Bamako-Conakry qui lui ont présenté certaines doléances. Parmi elles, l'aménagement sur le corridor de lieux de stationnement et d'aires de repos pour faciliter le trajet. À Conakry, donc, la délégation malienne a visité les entrepôts maliens de Firdiadi, situés à 45 km de Conakry, des entrepôts qui pourront désormais accueillir les balles de coton de la CMDT avant leur embarquement dans les navires. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux.
Bâtis sur une superficie de 5 hectares, ces magasins des entrepôts en Guinée et Magui accueilleront le coton malien en transit dans ces pays. Des locaux qui offrent une opportunité à la CMDT de se munir de plus de garanties pour la réussite de l'opération d'évacuation du coton malien par le port de Conakry. Ce sont des magasins qui ont été bâtis sur 5 hectares. Là-dedans, on a 2 grands magasins. On a un premier magasin qui fait une surface d'environ 7800 mètres carrés. On a un second magasin qui fait environ 2700 mètres carrés. Vous comprendrez quand on regarde le volume de coton que nous gérons annuellement, autour de 300 000 tonnes de coton fibre, il va falloir quand même continuer à travailler sur la logistique au niveau réception des frettes, l'entreposage, l'empotage et puis la mise à fob. Et vous conviendrez avec moi que ce sont des magasins qui sont aptes à recevoir vraiment le coton malien. Ces magasins des Emagui constituent aussi une aubaine pour le partenaire turc Alport qui a en charge la gestion du port de Conakry et pour qui Firgiradi peut constituer un recours au cas où ses capacités de stockage dans les magasins du port de Conakry sont dépassées. Alport a mis en place des dispositifs de stockage et des équipements de pointe pour mener à bien cette opération. Des parcs ont été aménagés pour les camions maliens et des magasins de stockage ont été aussi élaborés. Donc des équipements tels que restockers et des chariots élévateurs avec les pinches, des attachements modernes ont été aussi installés. Tout ça pour accompagner le coton malien et pour veiller à ce que le Mali ne ressente pas cette sanction injuste de la CEDEAO. Les Maliens de Guinée ainsi que le personnel de l'ambassade du Mali en Guinée assurent qu'ils ne ménageront aucun effort pour la dynamisation du corridor Bamako-Conakry. Il s'agit aujourd'hui de montrer à la face du monde, à la face des Maliens, à la face des Guinéens, que le port de Conakry est réellement le port naturel du Mali. À cause de sa proximité, à cause de toutes les facilités. Comme on peut le constater, l'opération d'évacuation du coton de la CMDT par le corridor Bamako-Conakry démarre sous de bons auspices. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, porteur de message du président de la transition, a rencontré hier samedi les Maliens vivant en Guinée équatoriale. La lenteur administrative de la délivrance des passeports, l'accompagnement des Maliens qui désirent investir ou rentrer définitivement au pays, l'accès aux logements sociaux, l'ouverture d'une ambassade de la République de Guinée équatoriale pour faciliter l'accès aux visas, l'accompagnement de la compagnie aérienne Sky Mali pour Bamako-Malabo sont entre autres préoccupations posées. Le ministre Diop a rassuré la communauté que les préoccupations exprimées seront prises en compte et transmises aux plus hautes autorités maliennes. Ici, au Mali, 3 localités de la région de Ségou viennent de recevoir leur forage des mains de la conseillère spéciale du président de la transition. Ces forages au nombre de 5 contribueront à faciliter l'accès à l'eau et à améliorer les conditions de vie des bénéficiaires de Barouli, Pentegela et Sirakoro. Ramata Konaté et Bakari Traoré. Le président de la transition donne un coup d'accélérateur au développement de la région de Ségou en apportant de l'eau à la population. 5 forages sont ainsi réalisés et repartis comme suite. 3 forages pour l'école A et C et le lycée public de Barawili, 1 pour le village de Sirakoro dans la commune rurale de Sakouiba, cercle de Ségou, et un autre pour le village de Pentegela dans le cercle de Bla. An wanda ya folle abin da fa min yayin ni jite nya tate kwa ni ya me kena jili do cena ay ji san ma so a jalanye ni mi shi e san mi woro so ka bo bi dese o e na yin so o bi na ka jiboli bani olubulo olubu se ga do nakola ka so wala tala. Des bénéficiaires sous l'effet de l'émotion nous expriment leur joie face à la réalisation de ce forage dans leur localité. Et nous remercions Assim pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et nous allons promettre que nous, les enfants, nous allons étudier jusqu'à ce qu'il soit lui-même heureux. Les enfants et moi, et mon personnel, avaient de la peine à boire de l'eau. Vraiment, nous saluons le donateur, monsieur le président de la transition, Assim Goïta.
L'eau coule désormais en abondance dans ces localités grâce au président de la transition. Il a promis aux populations, à tous les Maliens, à tous les peuples maliens, qu'il va faire une chose et aujourd'hui il a réalisé. Donc pour nous, c'est le rêve réalisé dans le village de Sirakoro, précisément dans la commune de Sakoiba. muso ye juru min d'a ma n'ala sɔnna a ma a bɛ s'a seyɔrɔ la ji min ditɔ filɛ ma n'a b'aw lafiya n'i ye muso lafiya ka denw lafiya i sigiyɔrɔ bɛ taa ɲɛ ka foli lase bɛɛ ma an ka dugawu kɛ transition ye président de la transition hakilina ye min ye maliden bɛɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an bɛ komi an bɛ terrainba kelen de kɔnɔ mais minnu b'a kɔnɔ n'olu bɛ fɛ ka bɔ an b'olu nɛgɛn u ka to a kɔnɔ mais minnu fana bɛ kɛnɛma n'olu bɛ ka siga ka don an b'olu fana nɛgɛn u ka don transition bɛ ban tuma min na o k'a sɔrɔ malidenw bɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo komi cɛ kelen denw. D'autres forages de même capacité, 7 mètres cubes, dotés de panneaux solaires, seront très prochainement remis aux populations de la 4e région. En 3e région, environ 22,5 milliards de francs CFA seront investis par l'État malien pour la réhabilitation d'infrastructures routières et d'ouvrages connexes au profit des populations de Kadiolo et Zegwa. En mission de supervision à Sikasso, le directeur général des routes, accompagné des techniciens de la structure, a visité jeudi dernier les chantiers pour évaluer le niveau d'exécution des travaux. Moussokoro Sireme, Amadou Dolo. Ce sont de nouveaux visages qu'offrent les localités de Kadiolo et Zegwa dans le cadre des actions prioritaires du ministère des Transports et des Infrastructures. La bretelle RN7 Katelé-Kadiolo-Zegwa, longue de 32 km, entièrement construite et bitumée, et 4 km 500 de voies urbaines aménagées dans la ville de Kadiolo. Ces réalisations reçoivent la visite d'une délégation technique du département en charge des infrastructures. Les travaux entamés en 2018 sont exécutés à 99%. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu et nous sommes rassurés par la qualité du travail. Il y a un mois de cela, on a fait la réception technique. Et il y avait quelques réserves qui ont été formulées. Et aujourd'hui, il s'agit de voir l'état d'exécution ou l'état de levée de ces réserves-là pour que nous puissions programmer la réception provisoire du projet. Les infrastructures réalisées par le groupement d'entreprises maliennes ECGF et MCM ont coûté environ 22,5 milliards de francs CFA sur budget national. Un investissement qui mérite une appropriation de la part des bénéficiaires. La ville de Kadiolo, quand même, aujourd'hui, a changé de visage. Donc ça, c'est un effort des plus hautes autorités qu'il faudra saluer, qu'il faudra reconnaître. Et ces projets vont, je n'en doute pas, encore booster le développement de ces localités, de ces villes. Donc nous appelons la population à s'approprier vraiment de ces infrastructures. Outre les voies urbaines, le bitumage de la voie Katelé-Kadiolo-Zegwa s'accompagne de la réalisation d'autres ouvrages connexes, parmi lesquels 3 salles de classe à Pourou, une maternité à Kadiolo et 10 forages dans des villages bénéficiaires de l'infrastructure. Tombouctou et Taoudeni se sont donné la main pour animer un grand meeting de soutien aux forces armées maliennes à travers une opération dénommée Espoir tous aux femmes. Le rassemblement a drainé l'ensemble des forces vives des 2 régions à Tombouctou sur la place publique de l'indépendance. Le porte-parole de l'opération a remis aux autorités administratives une motion de soutien. Najim Baba Sissé. Les forces armées maliennes ont plus que jamais besoin de l'accompagnement des populations afin de remplir correctement leurs missions régaliennes, qui sont la sécurisation des personnes et de leurs biens et la défense de la patrie. Voilà tout l'objectif de ce meeting de soutien mené par l'opération Tous Fama qui a drainé l'ensemble des forces vives des régions de Tombouctou et de Taoudeni à la place de l'indépendance de Tombouctou. En tant que population, on ne peut rien faire que de les soutenir pour qu'ils puissent défendre la sécurité et les gens et leurs biens, pour que les gens puissent marcher tranquillement, voyager tranquillement. Donc c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut les soutenir pour que vraiment l'armée soit amenée une paix durable dans notre région et partout au Mali. Ce rassemblement possible grâce à l'accompagnement des hautes personnalités des 2 régions, comme Tahar Ould Al-Haj,
Abdul Majid Dinasser, se veut seulement d'aider les femmes à relever les multiples défis auxquels elles sont confrontées. Tombouctou brille de mille feux et présente un visage novateur digne de son image. Au nom des populations, singulièrement les femmes, nous vous disons merci pour la mission accomplie, mais aussi courage pour les chantiers en cours. Après lecture, les initiateurs ont remis au directeur de cabinet du gouverneur la motion de soutien pour témoigner de leur patriotisme. Les femmes ont suffisamment besoin de ce soutien, nuit et jour, en ville comme en campagne, mais également que vous pensiez tous les jours à leur famille, mais également à l'ensemble du peuple du Mali. Cette opération Espoir tous femmes a regroupé d'autres mouvements des jeunes venus au secours afin de dire d'une seule voix « Allez les femmes ». La bourse du travail de la région de Gao a été inaugurée hier samedi. L'édifice comprend une salle de conférence de 200 places, un secrétariat, 3 bureaux et des toilettes. Compte rendu de la cérémonie d'inauguration présidée par le gouverneur de la région avec Sambare Haïdara. La région de Gao dispose désormais d'une bourse de travail. L'inauguration de l'édifice s'inscrit dans le cadre de la fête du travail, célébrée le 1er mai dernier. L'occasion est bonne pour rendre un vibrant hommage à l'ancien secrétaire général du bureau INTEM Gao, Fé Mohamed Miarata, dont la salle de réunion de la structure porte désormais le nom. La représentante de la famille de l'illustre disparu, Adizatou Mohamed, a exprimé la reconnaissance des siens à l'INTEM. Quant au secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs de Gao, il dira que ces locaux offrent un cadre propice pour l'accomplissement de leur mission. Ce joyau architectural pour les travailleurs, la bourse est un lieu de rassemblement, de méditation et de réflexion dans l'optique de la défense des intérêts matériels et moraux des syndiqués ainsi que l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. L'édifice comprend une salle de conférence d'une capacité de 200 places, un secrétariat de 3 bureaux équipés et 2 toilettes extérieures et une toilette moderne. Le chef de l'exécutif régional, satisfait de l'acquisition de ce bâtiment, a réitéré sa disponibilité à accompagner les travailleurs de la 7e région. Je saisis la présente occasion pour rassurer le bureau régional de l'UNTM Gao que mon accompagnement et ma disponibilité pour les recevoir à tout moment dans le cadre de la gestion des problèmes du front social ne feront pas défaut. Je veux profiter encore de votre nom pour interpeller les premières autorités du pays, les autorités locales, pour en fait qu'on nous aide, le bureau régional, pour que nous puissions clôturer l'espace. C'est aussi un souci pour l'ensemble du bureau et d'ailleurs pour l'ensemble des militants de l'INTEM. La construction et l'équipement de ce joyau ont été rendus possibles grâce au financement de la Fondation Frédéric Ebert et l'Union européenne. La ville de Houston aux États-Unis abritera la 10e édition du Forum de l'habitat, des banques et assurances du 11 au 13 juin prochain. L'annonce a été faite par le président du FOABA à travers une conférence de presse suivie par Awama Kamara. Pour la 10e édition du Forum de l'habitat des banques et assurances, les organisateurs déposent leurs valises à Houston aux États-Unis. Un rendez-vous annuel prévu du 11 au 13 juin prochain dans le pays de l'oncle Sam. FOABA, la foire à la rencontre de la diaspora avec des arguments solides permettant à nos compatriotes d'avoir des parcelles ou des maisons garanties dans un environnement sécurisé. Les organisateurs expliquent les innovations à la presse afin d'atteindre le maximum de personnes. Le FOABA, faut-il rappeler, est un espace d'expression pour l'État, les banques, les assurances et les sociétés immobilières à l'endroit de la diaspora malienne. Il est une alternative pour les Maliens d'accéder à un logement décent et à des parcelles sécurisées, ceci en dehors du système étatique, dans les meilleures conditions de transparence. Mali chemine avec les organisateurs de la FOABA depuis une décennie, un accompagnement motivé par la pertinence des idées dont l'objectif est de permettre aux Maliens de l'extérieur d'avoir un toit au pays. Pour l'édition 2022, Mali met à la disposition des Maliens établis à l'extérieur 600 logements avec des conditions d'acquisition bien définies. Sur le plan national, il y a beaucoup qui n'ont pas d'apport personnel. Nous, on a négocié avec des banques qui peuvent donner les maisons, peuvent donner les prêts pour acheter les maisons sans apport personnel sur 10 ans. C'est d'abord de construire des maisons décentes et aussi orienter ces acquéreurs aussi vers les banques qui ont plus de souplesse
dans les conditions d'acquisition. C'est à travers des Ninacar que les clients peuvent avoir leur maison ou parcelle avec toutes les garanties requises. Déjà quelques années que nous travaillons avec le FOABA pour sensibiliser l'ensemble des Maliens, surtout les Maliens de l'extérieur, sur la sécurisation foncière. C'est ça qui nous a amené à travailler avec le FOABA et à initier aussi des outils qui peuvent permettre aux Maliens de l'extérieur, étant en France ou bien étant dans un autre pays du monde, de visualiser leurs parcelles, de voir que voilà les parcelles qui les appartiennent, est-ce que ces parcelles-là sont correctes, est-ce que ces parcelles sont bonnes. La particularité de FOABA 2022 est que les Maliens de l'intérieur peuvent aussi faire acte de candidature. Célébration ce dimanche 29 mai de la fête des mères, une journée organisée ici à Bamako, à la Cité des Enfants, à travers des sketchs présentés par 8 jardins d'enfants de Bamako et une prestation musicale. Koumba Sissé. Célébrer la mère de l'humanité, c'est rendre à César ce qui appartient à César. Car la femme est un pilier essentiel sur lequel repose la société. Quoi de plus normal que de lui dédier toute une journée afin de magnifier son rôle et de faire valoir ses nombreux sacrifices pour le bien-être social. La Cité des Enfants se met aux couleurs de la journée des mamans. C'est toutes les mamans qui célèbrent cette fête. Et en tant que mère, de voir tes enfants ici, au milieu de temps d'enfants, et puis voir ton enfant aussi participer à l'événement, c'est très très important. Les tout petits de 8 jardins d'enfants étaient en compétition à travers la présentation d'un sketch sur le rôle d'une mère. À l'arrivée, le jardin d'enfants Le Petit Prince enlève le premier prix. Il est suivi de celui des Frifrini et le complexe scolaire Emmanuel est classé 3e. Les lauréats et les autres participants ont reçu des cadeaux et une enveloppe symbolique remis par le département de tutelle. C'est un sentiment de fierté et de satisfaction. Les enfants ont bien donné. Vous avez vu, les enfants ont représenté tous les rôles possibles que la maman peut jouer dans la famille et même dans la société. Plus qu'une fête des mères, cette journée est une reconnaissance des efforts de celles sans laquelle la vie devient impossible. Fêter les mamans, les magnifier, constitue un acte de reconnaissance partagé par les enfants et les adultes que je salue à sa juste valeur. Les mamans méritent qu'on leur rende un hommage. C'est la maman qui met les enfants au monde, parfois jusqu'au sacrifice ultime. C'est elle qui répond aux appels vitaux de l'enfant, en le nourrissant, en le soignant, en l'éduquant et en l'orientant pour donner un sens à sa vie. La maman est incontestablement présente à toutes les étapes du cycle de vie de l'enfant. Au cours de cette célébration, un hommage appuyé a été rendu aux mamans ayant perdu la vie en donnant la vie. 1 minute de silence a été observée en leur mémoire. L'invité de ce 20h week-end est Mme Koumba Traoré, secrétaire générale de la fondation du Forum de Bamako. Avec elle, nous allons parler de la 22e édition du Forum de Bamako qui vient de se tenir du 26 au 28 mai dernier. Mme Traoré, bonsoir. Bonsoir, Mara. Une fois de plus, merci d'être avec nous. Première question, quelles ont été les motivations du choix du thème de cette 22e édition, Femmes, paix, sécurité et développement en Afrique? Merci, Amara. Les motivations de ce thème de cette 22e édition de la Fondation du Forum de Bamako, portant sur la thématique Femmes, paix, sécurité et développement, s'inscrit en réalité depuis 2010 dans les orientations du Forum de Bamako. Chaque année, depuis 2011, nous organisons en prélude du Forum une rencontre Forum, genre et développement. L'année dernière, compte tenu du contexte sous-régional, il nous a paru important de faire de cette thématique une centralité de cette édition. Et c'est ainsi qu'il a été décidé, avec le président Koulibaly, de porter cette année spécifiquement sur la thématique Femmes, paix, sécurité et développement.
Alors, Madame Traoré, après 3 jours de débat, à quelle conclusion êtes-vous arrivée, en tout cas par rapport au rôle que les femmes doivent jouer dans la résolution des conflits en Afrique et particulièrement ici au Mali? 3 jours de débat intense, de haut niveau, avec une pluralité de points de vue. 7 délégations étrangères étaient là, qu'il s'agisse du Tchad, de la Guinée, du Burkina Faso, de France, de la Mauritanie, bref, les pays de la sous-région, et en même temps, nos sœurs et frères des régions les plus impactées par la crise au Mali, que ce soit la région de Taoudéni, Kidal, Ménaka, Tombouctou, Gao, Mopti, les régions de Kayes, Sikasso, toutes les délégations étaient présentes. Nous avons voulu donner à cette édition une dimension internationale, mais en nous appuyant sur les réalités régionales que vit aujourd'hui le Mali. Les conclusions. Il me semble 3 conclusions et recommandations fortes ont été énoncées durant ces travaux. La première, c'est que, effectivement, la femme est l'alpha et l'oméga de la réussite du processus de stabilisation, de développement et de paix sur le continent. Ce n'est plus à démontrer, c'est une réalité. Les expériences partagées durant ces 3 jours nous ont permis de le conforter. Deuxième constat, et ensuite recommandation, c'est que les femmes ont conscience aujourd'hui de leur place et de leur rôle. Il ne s'agit plus de plaidoyer, mais elles nous demandent d'être en action. C'est de l'action dont il s'agit. Parce que la reconnaissance était faite, elle est acquise. Mais aujourd'hui, c'est comment rendre l'effectivité, l'efficience de cette participation au processus une réalité pour que la stabilisation arrive, la stabilité arrive dans nos pays, sur notre continent, le développement soit une réalité et donc la paix. Donc, du plaidoyer, on passe à l'action, c'est ce qu'elle demande. Et enfin, 3e recommandation forte, elle est très simple. Il s'agit de la justice sociale, sur l'ensemble des régions de notre continent et particulièrement dans l'ensemble de nos régions au Mali. Justice sociale veut dire quoi? Une bonne gouvernance sur nos territoires. Nous avons parlé de décentralisation, nous avons parlé d'accès aux services sociaux de base essentiels, que ce soit l'eau, l'éducation, la santé, la justice et la gouvernance locale pour justement enclencher un processus de développement durable pour une sortie durable de crise auxquelles nous sommes confrontés. Madame Koumba Traoré, vous avez également décerné des prix, les prix de leadership féminin, jeunesse et action, sciences, technologiques et innovation, de l'entrepreneuriat et celui du mérite. Quel est le sens de ce prix au féminin? Le sens de nos prix, ce sont des prix d'excellence de la Fondation du Forum de Bamako qui a été institué depuis 2 ans lors de nos rencontres. Vous savez, l'espace Forum de Bamako est un espace qui ambitionne d'être un pôle d'excellence. Un pôle d'excellence en matière d'échange, en matière de savoir et en matière de production et de prospective qui doit permettre à nos autorités d'être des outils d'aide de prise de décision pour l'élaboration des politiques publiques basées sur effectivement une démarche participative. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, nous avons jugé utile et nécessaire de récompenser des hommes et des femmes qui ont apporté de près ou de manière indirecte une contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines et notamment des populations maliennes. C'est un prix d'excellence, un prix de reconnaissance et en même temps un prix qui doit donner l'envie aux générations futures, aux jeunes aujourd'hui, d'aller vers l'excellence. Et vous avez vu, les prix qui ont été décernés concernent plusieurs nationalités. Parce que nous sommes dans un écosystème sous-régional. Le Mali a besoin des autres, comme les autres ont besoin du Mali. C'est montrer justement ce métissage des compétences nécessaires à la construction des États, à la construction du développement et pour favoriser
l'émergence de notre pays et de notre continent. Madame Traoré, vous avez parlé il y a quelques instants d'internationalisation. On sait que certains pays participant à cette 22e édition ont demandé la délocalisation du forum. Alors la prochaine édition, elle va se tenir où? Avec quel thème? Vous savez, le choix du thème du forum de Bamako procède d'un choix, d'une démarche participative. Elle se construit sur un processus long de 3 à 4 mois. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner la thématique de la prochaine édition 2023. Ce qui est effectivement, nous avons reçu 2 noms. Vous accédez à cette demande de certains pays de délocaliser le forum? Peut-être pas délocaliser le forum, parce que le forum de Bamako est le forum de Bamako, qui est un forum qui aujourd'hui, me semble-t-il, est le forum qui a la plus longue longévité sur le continent. 22 ans, on continue. Ce n'est pas rien. Et c'est le caractère et c'est la spécificité du Mali, c'est la spécificité de Bamako. Donc nous allons garder le forum de Bamako, mais il n'est pas exclu d'organiser en collaboration avec d'autres pays des événements en partenariat avec le forum de Bamako. Donc je pense que le président Koulibaly ainsi que l'ensemble du conseil d'administration de la fondation du forum de Bamako vont analyser les demandes et je pense qu'il y aura une ouverture. Je pense que le Mali inspire et c'est cette inspiration qui donne aussi l'éclat à notre pays. Et c'est tant mieux. Merci Madame Kouma Traoré. Je rappelle donc que vous êtes la secrétaire générale du forum de Bamako qui vient donc de s'y tenir du 26 au 28 mai dernier ici à Bamako dans sa 22e édition. Suite de ce journal, l'un de nos dossiers fait cas ce soir du phénomène de l'absentéisme dans le secteur public et privé, un phénomène qui influe négativement sur la qualité du service. Quelles sont les raisons de l'absentéisme au travail et comment lutter contre la pratique? Salimata Daou et son équipe se sont rendus dans certaines structures pour en savoir plus. Pour offrir un service de qualité aux usagers, beaucoup d'aspects entrent en ligne de compte. La ponctualité et l'assiduité constituent en partie, pour une structure publique ou privée, la clé de la réussite. Cette évidence peut être mise en mal par l'absentéisme de certains travailleurs, une pratique qui nuit au bon fonctionnement des services et réduit les résultats. Comment le droit définit l'absentéisme et quelles sont ses causes? L'absentéisme, c'est la situation du travailleur qui n'est pas présent à son poste pendant les heures de travail. Par exemple, en cas de maladie brusque, le travailleur qui s'absente de son poste a l'obligation de venir présenter un certificat médical conformément à l'article L34 du Code du travail. Et lorsque le travailleur ne produit pas, par exemple, ce certificat médical, il se trouve dans une position d'absence au travail non justifiée et qui peut faire l'objet de sanctions. Il s'agit donc de la non-justification de l'absence par un document administratif. Ce qui est paradoxal, c'est que le travailleur peut être présent au service et considéré comme étant absent. Quelqu'un qui va se présenter au service, qui va passer la journée à vadrouiller entre les services et qui va passer de bureau en bureau faire de la causerie, pour moi ça c'est du présentéisme contemplatif. Ce monsieur-là aussi n'a pas de rendement et c'est comme s'il restait à la maison. Et il ne venait pas au service parce qu'il n'a aucun apport pour le service. Avec environ 1000 employés à gérer, le directeur de l'INPS avoue que les cas d'absentéisme dans sa structure ne sont pas rares. Il y a des gens qui font des absences répétées. Par exemple, absence de 3 jours, d'une semaine. Bon, dans ces conditions, les dossiers nous sont déférés, on analyse, et si ça doit faire l'objet de suspension, on regarde dans la grille de sanctions les paliers qui correspondent. Une autre structure de l'État, l'ORTM, qui emploie plus de 700 personnes, constate souvent, elle aussi, la non-présence de certains agents. En réalité, l'absentéisme est une situation qui existe pratiquement dans toutes les entreprises et nous, on ne fait pas exception à cette règle-là. Mais dès qu'on observe qu'il y a une situation d'absence, on essaie de gérer ça immédiatement.
Dans le secteur privé, le phénomène est moins fréquent. Pour en savoir davantage, nous nous sommes entretenus avec le responsable des ressources humaines de la Bank of Africa, Mali Bewa. Par an, le taux d'absentéisme chez nous varie entre 1 et 1,25%. Les conséquences de la pratique de l'absentéisme sont multiples. Elles peuvent entraîner la baisse de la performance pour l'entreprise et la perte de l'emploi pour le travailleur. Ça peut jouer sur la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Donc, par conséquent, il faut quand même être à l'écoute des gens, leur expliquer que même s'ils doivent s'absenter, prévenir au préalable son responsable hiérarchique. Nous sommes censés chacun avoir 8 heures bien remplies dans la journée. Donc quelqu'un qui fait moins de 40 heures a moins de rendement. Ça veut dire que ça fait moins de gains pour le service. Dans le secteur privé, la gestion des cas d'absentéisme répétés est confiée à l'inspection du travail. Sur 5 ans, oui, il y a un cas qui nous a amené à l'inspection. On a informé l'inspection du travail qui a convié le collaborateur en question et ensemble on a pu trouver la solution sans pour autant avoir à passer par des sanctions ou des trucs. On saisit l'inspection du travail. Dans les 15 jours, nous émettons une convocation pour la comparution des deux parties, l'employeur et le travailleur. Celui qui n'est pas satisfait de la décision de l'inspecteur du travail en la matière peut se pourvoir devant le tribunal du travail. Selon l'inspecteur Konaté, la gestion des cas peut varier d'un service à un autre, et cela en fonction des règlements intérieurs. Par mois, au minimum, l'inspection du travail traite à peu près une vingtaine de cas. Nous avons le règlement intérieur d'une structure avec nous, que nous sommes en train de vérifier sa conformité avec la législation. Et si c'est conforme, nous allons accorder notre quitus pour que ça passe. Donc c'est généralement ce document qui rentre dans le détail, qui définit toutes les règles, les procédures pour éviter l'absentéisme au sein du service. La pratique de l'absentéisme touche également les demandeurs de services. L'obtention d'un document administratif en retard peut empêcher un citoyen de participer à un concours, de voyager ou même de développer son activité génératrice de revenus. Et 3 fois qu'avant-hier, la carte de provisoire, la de flambolo, menato d'inga client. Donc, au lieu d'avoir depuis jeudi, donc il y a ce recounde. Tu vois, Pour Boubacar Sati Keïta, enseignant à la retraite, le coût de l'absentéisme pour l'État est très élevé. Le phénomène peut paralyser l'économie d'un pays. Quelqu'un qui va au travail en retard met le pays en retard. Parce que ceux qui vont au travail en retard n'attendent pas l'heure précise pour sortir aussi. Ils sortent avant l'heure. Ça, c'est pas bon. On veut demander la retard là-dessus. Comment ces entreprises essaient de lutter contre le phénomène? Dans les échanges, nous avons recensé les mécanismes de contrôle de présence, la mise à la disposition des employés, des médecins du travail et la sensibilisation. Il faut être à l'écoute du personnel, essayer de sensibiliser les travailleurs et surtout il faut que les gens quand même aient une certaine conscience professionnelle vis-à-vis de ce pourquoi ils sont payés. Parce que pour les cas de maladie, nous avons mis en place un système de validation de cas de maladie par notre médecin du travail. Chaque fiche d'arrêt maladie est validée au préalable par le médecin qui, en ce moment, a la latitude de suivre ces cas de maladie, de nous donner son avis. Au cas où l'absence du collègue se prolonge, pour qu'on puisse prendre des dispositions pour son remplacement. Nous faisons le dispatching des équipes de contrôle pour aller voir dans chaque structure périphérique si les gens viennent à l'heure, oui ou non. Et ils reviennent avec le point de la situation et qui est géré après. Et dans la même journée, on fait en sorte qu'on fasse le point de tous les cas d'absence. Et les absents reçoivent toujours une demande d'explication. Le travail assidu surmonte tous les obstacles, selon une sagesse grecque.
Faisons à présent le point Covid de ce dimanche 29 mai 2022. 577 tests ont été réalisés par les services de santé. Tests sur lesquels 8 cas positifs ont été détectés, 4 personnes déclarées guéries et 0 décès constaté. À ce jour, 72 personnes sont sous traitement. C'est l'heure du sport, c'est Lagatou Sissé et en studio avec moi. Sissé, bonsoir. Bonsoir, Amara Maligallo. Premier sujet donc, le classico malien qui a donc tourné ce soir en faveur du Djoliba, victorieux 2-0. Oui, dans un stade de Modibo Keita en fusion, le classico malien a été intensement disputé sous les yeux du sélectionneur des Aigles du Mali, Eric Sekouchel. Le Djoliba AC l'emporte 2-0 grâce à Aboubakar Diarra sur penalty à la 16e minute, le transfuge du Stade Malien de Bamako, oui. Et à la 45e minute de jeu, Oumar Kamara, vous allez voir, sur un somptueux coup franc pour le 2-0. Et le tout 2-0 sur cette lourde frappe d'Oumar Kamara, le capitaine du Djoliba. Alors le Djoliba conforte ainsi le fauteuil de leader avec 48 points devant l'Union sportive du Sec de Kita, 44 points, et l'AS Bakarian de Baraweli, 39 points à feu. Et LCBA esquisse un sourire au terme de cette 26e journée en battant respectivement l'USFAS et la Somme par le même score d'1-0 au bas du classement. C'est compliqué pour l'USFAS, le CS Dougolofila, la Soudan de Sikasso et la Somme. Voilà, donc en Europe, c'était donc la finale de la Ligue des Champions qui a donc vu le Real Madrid accrocher son 14e trophée. Oui, le but portait la signature de Vinicius Junior à la 39e minute. Le Real Madrid garnit ainsi son armoire à 14 trophées en Ligue des Champions. Un record, c'est poursuivant l'AC Milan, le Bayern Munich et Liverpool sont à 7 et 6 buts et 6 trophées. J'y arrive. Hein. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, 62 ans, est devenu le premier entraîneur à soulever 4 fois la Ligue des Champions, 2 avec le Milan AC 2003 et 2007 et 2 fois avec le Real 2014 et tout récemment hier. Ancelotti, c'est aussi ce technicien qui a remporté le titre de champion national dans 5 pays, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, la France et l'Allemagne. Retour à l'actualité sportive nationale avec les préparatifs de la Coupe ORTM édition 2022. Les 8 équipes engagées sont la commune 1, la commune 2, la commune 3, la commune 4, la commune 5, la commune 6, Kati et Bougouni. Compromis, le parrain Yacouba Tomini Diakité, par ailleurs président directeur général du groupe Toula International, a offert des maillots haut de gamme à ces 8 équipes à la faveur d'une cérémonie grandiose et colorée. La Coupe ORTM est à sa 2e édition. La commission d'organisation mise en place ici à l'ORTM et à la Ligue de football du district de Bamako travaille main dans la main pour la réussite de l'événement. On attend avec impatience le calendrier des matchs de poule. Le coup d'envoi est prévu le 16 juillet et la finale le 24 septembre. Et parlons handball maintenant avec les équipes du centre omnisport de Missa Bougoudam et l'AS Police Messieurs qui remportent les trophées de la Super Coupe. Oui, le centre omnisport de Missa Bougoudam s'est imposé 28-27 devant l'AS Police et chez les messieurs, l'AS Police s'est débarrassé de l'USFAS après prolongation 35-34. Ces finales de la Super Coupe de handball dotées du trophée Feu Marcel Dakou étaient placées sous la haute présidence du ministre en charge des sports, Moussa Aga Attaher. Cette Super Coupe de handball annonce officiellement la saison fédérale 2021-2022. Merci Sragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. L'armée malienne monte en puissance et le sujet a intéressé la chronique Culture et Société de ce soir qui nous fait revivre notre armée chantée et dansée par les troupes artistiques à travers les pays. Des chants qui mettent l'accent non seulement sur l'armée qui fait la guerre mais aussi et surtout sur cette armée malienne qui se sacrifie pour la paix. Alpha Maïga. Donc l'assurance camarade, vous aurez le soutien inconditionnel de la direction du parti de cette action. Vous avez exprimé les préoccupations et les aspirations de notre peuple. Une volonté politique affichée. C'était ainsi
à travers chœurs, solos de chant, danses traditionnelles que les différentes troupes artistiques et culturelles ont chanté et dansé l'armée malienne. Hommage est rendu ici au premier général de l'armée à travers la troupe artistique de Tombouctou à l'époque relevant de la région de Gao. Ce n'est pas tout, puisqu'à la 6e semaine nationale de la jeunesse du Mali, nous étions en 1966, c'est à l'unisson, au canon et à la polyphonie que la troupe artistique et culturelle de Bamako a magnifié l'armée malienne. L'armée a joué un rôle très important depuis les indépendances jusqu'à ce jour. Donc il était de notre devoir, les artistes, surtout pendant la biennale, de pouvoir chanter les louanges de l'armée, les encourager, leur témoigner notre soutien indéfectible pour la cause de ce pays. Je me rappelle qu'il y avait une chanson Wailou Wailou, l'armée Mali, Wailou Wailou, à Sardachi, Inayam Pover. Et ça veut dire que c'était les louanges, la gloire aux soldats qui étaient sur les pauvres et qui détenaient l'arme. Sur le sujet, qui est mieux placé pour relayer l'information? Bien entendu, les hommes de médias. Pour nous, c'est à la fois l'armée qui fait la guerre et c'est aussi l'armée qui fait la paix. Il faut revigorer l'armée à faire en sorte que la guerre se termine par la paix. La mission de l'armée qui consiste à nous défendre, à nous permettre, nous, de bien dormir. Parce que si l'armée n'était pas là, aucun d'entre nous n'allait pas bien dormir dans sa maison. En écoutant toutes ces sonorités musicales, on est tenté de dire que si on pouvait seulement les transformer en espèces sonnantes et trébuchantes, le Mali serait l'un des pays les plus riches du monde. Voilà donc le terrain poussière rouge de Bozola contigu à notre station a servi de cadre au lancement du collectif des Nyamakala de l'ORTM. L'objectif du collectif des Nyamakala de l'ORTM est d'agir ensemble afin de jouer pleinement leur rôle dans la cohésion sociale. La soirée dénommée Sandia était animée par les artistes de Kela. Drissa Kone. Ils sont griots, forgerons, Garanké, Mabo et j'en oublie volontiers. C'est cette société qu'on appelle Nyamakala. Comme disait l'autre, on est Nyamakala, mais on ne le devient ni par alliance, ni par adoption. Ils ont l'art de la parole, d'où l'importance de leur apport dans le renforcement de l'unité et de la cohésion sociale. Voilà ce dont le Mali a besoin aujourd'hui. Les Nyamakala de l'ORTM sont bien conscients et cette mission leur est dévolue. Mais pour y arriver, ils savent pertinemment que seul on va vite, mais c'est ensemble qu'on va très loin. C'est ainsi qu'est née la volonté de la création du collectif des Nyamakala de l'ORTM. Le Mali Koura dont on parle, il nous faut obligatoirement la paix. Il nous faut obligatoirement la réconciliation. Et je crois que c'est notre rôle en tant que des hommes de caste. Conciliateurs, régulateurs sociaux et gardiens des traditions dans la société, ils le sont et le resteront. Pour cette première soirée, le collectif des Nyamakala de l'ORTM a choisi comme thème Sandia. Ça veut dire année, Dia veut dire réussite. C'est une manifestation qui était annuellement organisée par les griots à la fin de chaque année, après un bilan positif. Les griots, dans le souci de rendre hommage aux Djatigi qui ont bien fait pour que l'année soit une réussite, rendaient cet hommage à travers cette cérémonie accompagnée de chants et de danses, de musique qu'on appelle Sandia. Venus d'horizons divers, ils sont une trentaine avec l'ORTM comme zone de prédilection. C'est Bourama Kane Dibeka qui assure la présidence du collectif des Nyamakala de l'ORTM. Nous sommes dans une situation de crise et de crise exceptionnelle. Les Nyamakala, traditionnellement parlant, bénéficient d'une sorte d'immunité parlementaire, d'immunité sociale, d'immunité sociétale, qui fait que tout le monde les appartient, ils appartiennent à tout le monde. Ils n'ont pas de parti pris à faire. C'est eux qui sont chargés de rappeler à ceux qui ont oublié les principes,
les valeurs de nos sociétés. La présence de Kandia Kouyaté, de Babani Kone et plusieurs autres invités fut d'un apport substantiel à ce premier Sandia animé par les artistes de Kela. Voilà, avant de nous séparer, sachez que l'invité ce soir de l'émission Malikoura Tassira est Moussa Ag Atayer, ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Entretien à suivre à 21h15 pour la version française et 22h pour la version en langue nationale Bamanankan. Rendez-vous à ne pas manquer sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM et sur nos plateformes digitales. C'est l'essentiel de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes.